Bonsoir, c'est l'heure de la santé. Les douleurs dans les os et les articulations, et si cela cachait une affection rhumatologique grave. On en parle ce soir dans Santé d'abord. La kinésithérapie et ses bienfaits seront également évoqués. Mais tout de suite, passons à la rubrique On est en forme. Bonsoir, Monsieur Mathieu. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va super bien. Nous allons aussi bien. Mm. Alors, ce soir, des conseils alimentation pour une femme enceinte, vous en avez certainement pour nous, n'est-ce pas? Oui, Alors, dites-nous, comment la femme enceinte doit-elle s'alimenter pour être en bonne santé elle-même et son bébé? la femme enceinte, c'est au moins 2 sujets à alimenter. Son besoin en énergie est beaucoup plus accru, également en vitamines, en minéraux, c'est encore beaucoup plus accru. Et donc, quelques mesures sont nécessaires pour que cette femme-là puisse mieux mener à terme sa grossesse. Lorsque nous prenons les macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines qui vont lui apporter beaucoup plus d'énergie vont être consommés beaucoup plus davantage. Elle va manger beaucoup plus fréquemment que avant la grossesse. Et donc, si elle était habituée à 2 repas par jour, non. Désormais, ces repas iront à 3 à 4 pour pouvoir subvenir aux besoins d'elle-même et puis du bébé qu'elle porte. Sur le plan micronutriments, on va avoir besoin de vitamine A pour que l'enfant qui va naître puisse avoir une vision beaucoup plus claire et également va avoir une peau beaucoup plus scintillante. Et donc la carotte est sollicitée pour cela, jus de carotte ou bien un bâton de carotte par jour. L'État fait l'effort de supplémenter les femmes enceintes en fer et acide folique parce que c'est très important pour la formation du bébé, pour l'état hémoglobinique également de la maman qui porte ce bébé-là. La vitamine B9 pour que l'enfant qui va naître puisse être très intelligent. Il faut aussi la vitamine C pour une immunité, pour que l'enfant ne soit pas régulièrement maladif et aussi pour que la maman ne fasse pas beaucoup d'infections pendant la grossesse et qu'elle soit sujette à beaucoup d'antibiotiques. Non, il faut beaucoup plus de vitamine C. Donc, à travers les jus d'orange, les jus de citron, le persil, le moringa, les légumes verts vont lui apporter également de la vitamine C. La vitamine D, elle va en avoir besoin pour la santé des os, du calcium également, elle va en avoir besoin. La vitamine E, elle va aussi en avoir besoin pour que l'âge, l'aspect physique de l'enfant ne trahisse pas son âge. Ça, c'est à l'accouchement, pendant les premiers jours de vie. Et même la maman, il y a des femmes enceintes qui, pendant la grossesse, ont une déformation physique totale. On les méconnaît. Alors qu'il suffit juste de quelques apports vitaminiques pour qu'elles gardent leur état physionomique qu'elles avaient avant de tomber enceinte. Bien, la pression de circulation du sang chez la femme soit beaucoup plus élevée, est là. Et donc, il faut réduire le sel pour qu'il n'y ait pas de rétention sodée avec les œdèmes au niveau des membres inférieurs. Il faut réduire également le sucre. Il faut des aliments laxatifs parce que la constipation chez la femme enceinte, c'est très fréquent. C'est beaucoup plus les fruits, notamment la papaye à chair molle, qu'il faut prendre régulièrement en journée et beaucoup plus en soirée. Ça va stimuler ce que nous appelons le péristaltisme et donc faciliter l'évacuation des résidus alimentaires. Les légumes verts aussi, en cas boire à volonté, mais
ne pas se surhydrater parce que la surhydratation chez elle va aussi faire un apport volémique assez élevé. Donc, l'hypertension artérielle peut aussi être induite par cela. Et donc, il faut revoir aussi tout ça pour que cette maman et son bébé puissent mieux se porter jusqu'à la fin de la gestation. Jusqu'à la fin de la gestation pour une fin heureuse, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Merci une fois encore d'être passé sur ce plateau. C'est un À très plaisir. bientôt. À bientôt. Arthrose, ostéoporose, lombalgie, arthrite, voilà ce qui ressort souvent de nos consultations chez les rhumatologues. Des mots assez handicapants au quotidien. Les rhumatismes constituent effectivement la première cause de handicap dans le monde. Autrefois considérées comme des maladies de la vieillesse pour la plupart, elles concernent aujourd'hui aussi bien les jeunes sujets que les enfants. Ce soir, vous aurez les témoignages de parents dont les enfants ont pu surmonter ces épreuves pas toujours faciles à vivre, grâce notamment à une prise en charge adéquate et efficace. Merci de découvrir la rhumatologie dans tous ses états. Et le spécialiste pour nous éclairer ce soir, c'est Eiram Fiagnon, professeur agrégé de l'Université de Lomé, chef service de rhumatologie du Centre hospitalier régional Lomé Commune. Professeur, je suis correcte, n'est-ce pas? Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous-même? Oui, nous allons bien, grâce Remercions à Dieu. Dieu. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Santé d'abord. Merci pour votre invitation. Dans le cadre de notre enquête sur les maladies rhumatismales, nous avons sollicité l'avis de plusieurs concitoyens afin qu'ils partagent leurs avis sur cette maladie, cette question. Avec nous, voici les réponses recueillies pour vous. Le rhumatisme, je sais que c'est une maladie articulaire qui touche les os. Voilà. Ce sont des douleurs articulaires. Il n'y a pas d'âge, hein. Tout le monde peut être atteint de cette maladie, que ce soit des plus jeunes aux vieillards. Je pense que tout le monde est susceptible d'être atteint de cette maladie. Ça constitue au fait à avoir mal dans les os. On confond souvent cette maladie à l'hématie parce que apparemment ceux qui souffrent d'hématie ont également mal dans les os. Donc je ne sais pas si ceux qui font l'hématie ont cette aptitude-là, ou bien cette aptitude à avoir également la rhumatologie. Mais je pense que toute personne peut l'avoir. C'est une maladie des poumons, des articulations, qui attaque les os. Tout le monde peut avoir cette maladie. Le rhumatisme, je ne maîtrise pas. Je pense qu'on peut diminuer les douleurs avec des suivis médicaux, mais guérir totalement, je ne suis pas sûre. Il n'y a pas de mal qui ne soit incurable. Donc je pense que ça peut se guérir. Je ne sais pas si on peut l'éviter, j'en ai aucune idée. Si on peut l'avoir, c'est qu'on peut également l'éviter. Professeur Fiagnon comprend que les maladies rhumatismales ne sont pas assez connues par la population, mais notre introduction a sans doute situé le téléspectateur sur le sujet que nous allons aborder ce soir. Mais dites-nous avec précision, la rhumatologie, c'est quoi? Alors, la rhumatologie, c'est une spécialité qui est jeune, qui est peu connue, et pour le moment, il y a encore peu de spécialistes au Togo. Il s'agit de la partie de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du traitement médical des maladies de l'appareil locomoteur. L'appareil locomoteur est constitué des os, des tendons, des ligaments. Donc, le rhumatologue n'est pas un chirurgien. Lorsqu'il faut opérer, nous nous adressons à nos confrères, l'autre spécialiste d'appareil locomoteur, qui est le traumatologue, chirurgien orthopédiste, ou le neurochirurgien. Donc, la prise en charge des troubles rhumatologiques sont alors pluridisciplinaires. Nous travaillons comme toujours en médecine. Prendre en charge l'être humain, ça n'est pas simple. Donc, nous faisons beaucoup appel à nos confrères radiologues. Presque tous les patients qui viennent en consultation repartent avec une demande d'une radiographie. Nous travaillons avec nos collègues, les kinésithérapeutes, qui sont des paramédicaux. Nous travaillons en collaboration avec les neurologues,
les neurochirurgiens, les traumatologues, chirurgiens orthopédiques. Et quelles sont les maladies rhumatismales que vous prenez assez souvent en charge, celles qui sont courantes? L'affection la plus courante, c'est l'arthrose. L'arthrose, dans tous les pays du monde, est l'affection la plus courante en rhumatologie. Il s'agit du vieillissement du cartilage qui recouvre les os au niveau des articulations. Et donc le cartilage vieillit, il devient usé, il devient moins performant, il se déchire et donc l'articulation commence à faire mal, les mouvements deviennent douloureux et difficiles. Les têtes osseuses ne glissent plus facilement comme quand on était plus jeune. L'arthrose est une maladie qui commence à partir de 30, 40 ans et qui va toucher surtout le sujet âgé. D'où je pense que c'est ce qui explique que la rhumatologie est perçue comme une spécialité de la vieillesse. Il y a aussi les infections. Les infections peuvent toucher les sujets de tout âge. Les infections osseuses? Infections osseuses, infections articulaires. Il y a les rhumatismes inflammatoires chroniques. C'est un ensemble de maladies qui touchent les articulations, mais pas seulement. Tous les organes peuvent être touchés par les rhumatismes inflammatoires chroniques. Les articulations gonflent et font mal. Il y a les cancers de l'os. Donc, il y a toute une série de maladies qui peuvent toucher l'appareil locomoteur. Et l'arthrose est la principale maladie articulaire ou rhumatologique que vous recevez en consultation. Aujourd'hui, nous remarquons que de plus en plus, les sujets jeunes et même les enfants seraient touchés par les maladies rhumatismales, même chez nous ici au Togo. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qui peut expliquer cela, professeur? Alors, est-ce qu'il faut dire qu'ils sont plus touchés? Peut-être qu'il y a les spécialistes qui sont présents et qui diagnostiquent des maladies qui auparavant étaient méconnues. Parce qu'auparavant, un enfant qui souffre de douleur ou même un adulte, on pensait tout de suite aux hématies, la drépanocytose. Et même aujourd'hui, dès qu'un enfant dit qu'il a mal, on va lui demander une électrophorèse de l'hémoglobine. Mais il y a beaucoup de maladies qui peuvent toucher les enfants et faire mal. J'ai parlé des infections. Les infections n'ont pas d'âge. Elles peuvent toucher le bébé, elles peuvent toucher l'enfant, elles peuvent toucher le jeune, comme l'adulte et le vieillard. Et elles vont facilement toucher les enfants parce qu'ils sont fragiles contre les microbes. Certains cancers sont spécifiques des enfants. Il y a des cancers spécifiques des enfants, comme il y a des cancers spécifiques des personnes âgées. Et puis, il y a la grande famille des rhumatismes inflammatoires chroniques et des conjonctivites. On peut donner l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde. On peut donner l'exemple du lupus, qui peuvent toucher les enfants comme les adultes. Et là, ce sont des maladies qui peuvent être diagnostiquées, traitées par le rhumatologue. Alors, ils sont nombreux, ces hommes et femmes, jeunes et enfants, que vous recevez souvent en consultation? Leur nombre augmente. Comme je disais, même parmi les soignants, le réflexe va être de demander une électrophorèse de l'hémoglobine. Il y a déjà un problème d'errance du diagnostic. Voilà. Donc, on va penser à une infection. Certains rhumatismes vont ressembler à une infection, mais il ne s'agit pas d'une infection. Donc, quand l'enfant vient pour la première fois avec ses douleurs, de la fièvre, les articulations qui sont gonflées, on va penser à une crise vaso-occlusive, une crise d'hématie. On va penser à une infection, mais quand l'enfant revient pour la deuxième, la troisième fois, on doit pouvoir se dire, c'est peut-être une maladie chronique autre que la drépanocytose. C'est peut-être autre chose qu'une infection et l'adresser au spécialiste. Ne pas se contenter de donner des antidouleurs, des calmants et laisser la maladie évoluer. Quand nos enfants font face aux douleurs de façon récurrente, il serait mieux de faire des analyses plus poussées pour être précis sur la pathologie dont souffre l'enfant. Il y a des maladies qui évoluent par crise, il y a des maladies qui vont apparaître et puis disparaître. Il y a eu une seule crise, la maladie est terminée. Mais cette maladie, c'est comme les hématies, il y a des crises entre lesquelles l'enfant ne souffre de rien. C'est par exemple les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, ces maladies chroniques, des maladies qu'on ne guérit pas mais qu'on soigne. Plus tôt le diagnostic est fait, meilleur est le résultat.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les crises rhumatologiques et les crises drépanocytaires. Les parents ou certains soignants n'arrivent pas à faire la différence entre ces deux crises. Il peut même y avoir des cas, c'est vrai, ce sont des cas rares, mais il peut y avoir des cas où un enfant va avoir une association de plusieurs maladies. Il peut avoir les hématies et une autre maladie qui s'associe. D'où l'intérêt de ne pas de toujours chercher à savoir, quand il fait une crise, de quoi s'agit-il. Le palud, bien entendu, donne des courbatures et des douleurs. Certaines maladies virales, comme l'hépatite, comme le sida, vont donner aussi des douleurs articulaires. Professeur Fiayo, des milliers de personnes sont touchées par les maladies rhumatismales dans le monde. Nous l'avons dit dans notre introduction. Quelle est la situation épidémiologique de ces maladies rhumatismales chez nous ici au Togo? Est-ce qu'on peut avoir une idée? Bien sûr, c'est une très bonne question. Nous n'avons pas d'enquête de population, c'est-à-dire une enquête faite dans la population générale. Mais nous avons des enquêtes faites dans les services hospitaliers, notamment une enquête qui a été faite dans le service de rhumatologie du CHU Sylvanus Olympio, qui est le premier service ouvert au Togo en 1989 par le professeur Mijiawa. Et donc, cette étude qui a porté sur 13 500 patients examinés en 16 ans a montré en tête de liste l'arthrose de la colonne vertébrale, avec 46,5% des cas. Et elle touche le plus souvent des femmes en pleine force de l'âge, dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, donc des femmes actives. En deuxième position venaient les tendinopathies, les maladies des tendons, avec 12% des cas. L'arthrose du genou venait en troisième position, avec 8% des cas, puis venaient respectivement les rhumatismes inflammatoires chroniques et les conjonctivites, avec 4,6% des cas, et la pathologie infectieuse avec 3% des cas. Professeur, vous venez de dire que les femmes sont plus touchées. Les femmes dans la force de l'âge, les femmes encore actives sont plus touchées par la lombalgie. Pourquoi? Comment comprendre Très cela? souvent en rhumatologie, on va voir qu'il y a une prédominance des femmes. Quand on parle de l'arthrose de la colonne vertébrale, l'arthrose des genoux, il y a souvent une prédominance des femmes, du fait, premièrement, de l'obésité. L'obésité est encore vue dans notre contexte africain comme un signe de beauté chez les femmes, comme un signe d'aisance sociale, mais l'obésité n'est pas bonne pour les articulations et notamment pour les genoux. Donc, l'obésité favorise l'arthrose. Il y a la forme de l'africaine qui naturellement est très cambrée. Elle est très cambrée et elle va effectuer des travaux domestiques qui sont difficiles. Il faut se pencher pour faire la lessive, il faut se pencher pour laver les assiettes, il faut transporter de lourdes charges sur la tête parce qu'il n'y a pas d'eau à la maison. Tous ces travaux vont solliciter de manière excessive la colonne vertébrale, le cou, le bas du dos, la hanche et favoriser l'arthrose de la colonne vertébrale. Nous parlions tantôt des causes de lombalgie qui sont plus fréquentes chez les femmes et quelles sont les causes des maladies rhumatismales, surtout chez les enfants, le sujet jeunes et l'adulte en général. Alors, c'est difficile de répondre pour toutes les maladies. Chaque maladie aura des facteurs de risque. Parfois, on ne connaît pas de cause. Quand on prend le cas des rhumatismes inflammatoires chroniques, chez l'enfant, il y a des maladies spécifiques liées à la croissance. Donc, l'organisme de l'enfant est un organisme en pleine croissance et il va avoir des maladies qui touchent les articulations, qui touchent les os, du fait de la croissance. On va parler d'ostéodystrophie. Donc, ce sont des maladies qui affectent les organismes jeunes en pleine croissance. Quand je prends une maladie comme la goutte, qui est plus fréquente chez les hommes, nous parlons à un large public, les hommes ne doivent pas se sentir oubliés. La goutte qui touche tout souvent les hommes, le mode de vie joue un rôle important. La consommation excessive d'alcool, de viande rouge, de gibier va favoriser les crises de goutte. Donc, d'une maladie à l'autre, les facteurs de risque ou bien les causes vont varier. Moi, je connais un monsieur, lui, il ne mange pas de viande rouge. Il aime bien la viande de porc, mais il a développé la goutte. Il accompagne la viande de porc d'alcool. Il est D'accord. obèse. D'accord. Non, il n'est pas obèse quand même. Il n'est pas obèse. Oui, mais D'accord. l'alcool y est. Voilà.
La difficulté quand on traite un goutteux, c'est de l'amener à arrêter la consommation d'alcool. Alors, professeur Fianou, les maladies rhumatismales, surtout chez les enfants, qu'est-ce qui peut causer cela? Alors, chez les enfants, on peut observer plusieurs groupes de maladies. Il y a les infections tout d'abord. Les enfants sont fragiles face aux infections, c'est pour cela qu'on les vaccine, pour prévenir les infections. Et ce qui va favoriser les infections chez l'enfant, il y a déjà le fait qu'ils sont jeunes, il y a le fait de ne pas observer les mesures d'hygiène élémentaires. Avoir un environnement qui est sain, il ne doit pas y avoir des détritus, il ne doit pas y avoir des saletés dans l'environnement. La nourriture doit être bien lavée, bien cuite, bien conservée à l'abri des mouches. L'eau doit être de l'eau potable. Donc, le manque d'hygiène, les mauvaises conditions de vie, la malnutrition, le manque de vaccination va favoriser les infections en général et les infections ostéo-articulaires en particulier. Il y a les rhumatismes inflammatoires chroniques pour lesquels on ne connaît pas vraiment les causes, mais le fait d'avoir dans la famille des personnes qui souffrent de rhumatisme inflammatoire chronique vont exposer à la maladie. On a la scoliose. La scoliose, c'est quand la colonne vertébrale se déforme. L'enfant grandit, au lieu de grandir bien droit, il se penche d'un côté. Sa colonne vertébrale se déforme. On ne connaît pas vraiment la cause de la scoliose. Parfois, c'est secondaire à des maladies neurologiques ou à d'autres maladies, notamment des infections. Mais parfois, il n'y a aucune cause. On ne sait pas pourquoi l'enfant ne grandit pas bien droit, mais on est obligé de le redresser à l'aide d'un corset. Il y a aussi la polyarthrite, qui est une maladie. Est-ce qu'elle est chez nous aussi? Oui, la polyarthrite rhumatoïde est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans notre service, les études les plus récentes ont montré que la polyarthrite rhumatoïde est le chef de file des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et elle peut s'observer chez l'enfant. Et là, le risque, c'est que la croissance de l'enfant soit perturbée par la maladie, comme par les médicaments que on va utiliser pour le traiter. Le risque, c'est que les articulations soient détruites. Nous mettons en lumière les défis rencontrés par des personnes souffrant de troubles rhumatologiques. Nous vous invitons à écouter ces récits avec attention et on se retrouve juste après. Tout a commencé en décembre. On a commandé à manger. J'arrivais pas à manger, j'avais mal à la gorge. Non, même de l'eau, j'arrivais pas à avaler. Donc, je me suis dit que c'est peut-être juste un mal de gorge. Je devais travailler au Palais des Congrès. Quand je vais là-bas le matin, je me sens bien. Vers l'après-midi, bien dans la soirée, j'ai la fièvre, j'arrive pas à marcher. C'est le 24 que ça s'est empiré. La fièvre ne s'arrêtait pas. On est allé à l'hôpital. Ils ont dit que c'est une angine. Donc, ils nous ont prescrit des médicaments. J'ai pris une piqûre, on est rentré, mais ça n'allait toujours pas. Quelques jours après, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à parler. J'avais des maux de tête, je vomissais beaucoup. J'avais des taches roses sur le corps, au niveau des articulations, le coude, les genoux, au niveau des yeux, ça s'enflait. Donc, c'est là, elle a dit que ça devient sérieux, on n'a qu'à aller à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Ils ne savent pas de quoi je souffrais. Ils disent que non, que ça, c'est l'anémie. Vraiment, l'anémie. L'anémie aussi est rentrée dedans. On a fait des analyses, tellement d'analyses. Ils n'ont rien trouvé. Finalement, ils ont dit que c'est peut-être infection de gorge. C'est sur le traitement là qu'on était jusqu'à on est rentré. Mais ça persistait toujours. Je prenais les médicaments pour l'anémie. Donc, à ce niveau, ça allait. Et finalement, l'un de nos voisins qui nous a interpellés nous a dit que, que il va nous amener chez un de ses confrères. C'est un rhumatologue. C'est là que, quand on est allé, on m'a diagnostiqué le lupus. C'était vraiment un choc parce qu'on n'avait jamais entendu parler de cette maladie. C'est quoi? Ça vient d'où? On nous dit que on ne sait même pas comment ça se manifeste. Pour l'instant, personne ne connaît la cause. Juste, ils savent comment faire le traitement, comment ça peut se passer. C'est là qu'on a commencé le traitement. Ça va. Maintenant, ça va. Avec le traitement, ça va. Le message que je peux donner, c'est d'abord se diriger vers un hôpital ou bien un spécialiste en ce qui concerne ce qu'ils ont pour savoir exactement ce qu'ils ont et le traitement à suivre. Et deuxièmement, il faut garder espoir.
Je demande la subvention de certains produits qui coûtent cher et qui ne sont pas trop disponibles. Que nous avons mené à nous avons gagné belani là on y a conduit n'y a mutokode ni conduit que mi conduit musebe parler à l'eau là mais malaise ville que belani et au article que d'autres quoi mais ah il faut maladie nous a aller persister que quoi ni baba y conduit faut nous mi analyse au bout de quelqu'un qui m'a fait aller découvrir ni puis c'est le dos nous pone parce que à moi le blomé et bon me doy bon me doy be conduit maté ou que d'autres faut que mi mi so maou so do asibe ni mi conduit mi la ko doyoyo que mi conduit a dokita que mi ko cha e bido mianti que e honam e gbe fia vin le la mi semi conduit mo que mi dia atike be nye ni va ni problème nami que mi jo wa kota na do anya be to kelele de via voa fifia fike mi la ko atike amulo no i pharmacie de o atike le semaine ya me no atike le semaine ya me le pharmacie dia na atike avo no trova atike a ola be vo le pharmacie wa o lo guichet là no di sali pharmacie o kaka fiko gba ve ku elia e yo la pe e won de kele ni anya pe ki ti be ma de ki ti do wa ko e cha gbona ni. Professeur Fiagnon, voilà là le cas de Mademoiselle Kowo. Vous pourrez mieux nous expliquer, n'est-ce pas? Alors, je disais tout à l'heure que dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, ce qui amène le patient en consultation en rhumatologie, c'est la douleur. Les articulations gonflent, elles font mal, le patient ne dort pas la nuit, c'est pour ça qu'il consulte un rhumatologue. Mais dans certains cas, l'appareil locomoteur n'est pas le seul touché. Tous les organes de l'organisme peuvent être touchés. Le patient peut perdre ses cheveux. Il peut avoir les yeux qui sont rouges, qui sont douloureux. Il peut avoir des plaies dans la bouche, des difficultés à avaler, des difficultés à respirer, des douleurs abdominales, des diarrhées qui vont et qui viennent. On lui dit c'est une infection. On quête, quelques semaines après, il fait encore la diarrhée. Donc, des boutons sur la peau, des taches, les doigts qui changent d'aspect. Donc, différents organes peuvent être touchés, les reins peuvent être touchés. Certaines femmes auront des difficultés à concevoir, auront des avortements successifs parce que c'est un rhumatisme à cause de la maladie, à cause du rhumatisme inflammatoire chronique. Elles auront des enfants prématurés, elles auront des avortements répétés. Il peut arriver aussi qu'une femme qui a un rhumatisme inflammatoire chronique, pendant sa grossesse, tout se calme, et après l'accouchement, la maladie recommence à évoluer. Ou alors c'est une femme qui n'avait aucun problème, et après l'accouchement, elle commence à avoir des problèmes aux articulations. Beaucoup de maladies vont être favorisées par les hormones, notamment les hormones féminines. Donc les facteurs hormonaux jouent un rôle important. L'arthrose des genoux va souvent débuter aux alentours de la ménopause. La goutte est rare chez la femme parce que les hormones féminines la protègent de la goutte. Donc, il va y avoir le rôle des hormones aussi qui est important à signaler. On ne peut rien faire contre les hormones, mais l'obésité, on peut lutter contre ça. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'obésité. Alors, professeur, vous avez cité autant de signes, autant de symptômes. Les reins qui peuvent être touchés, le cœur qui peut être touché, et les avortements à répétition, même l'infertilité. Comment savoir que tout ceci est lié au rhumatisme? Mais l'important, c'est de ne pas errer. C'est vraiment, quand on a mal, consulter un médecin, ne pas être avec l'infirmier en train de traiter symptôme par symptôme, mais d'aller voir le médecin, en premier le médecin généraliste, qui dira, là, il y a une maladie qui nécessite de voir un spécialiste, ou pas. Alors, professeur, dites-nous avec exactitude où se situent assez souvent ces douleurs. Disons qu'il y a deux groupes de maladies. Il y a les maladies qui sont dues au vieillissement, dont le chef de file, c'est l'arthrose. Et là, les douleurs vont se situer au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau des genoux et au niveau de l'articulation qui unit le fémur et le bassin.
Donc, ce sont les articulations qui vont faire mal au mouvement. Quand le patient est au repos, il n'a pas mal. Mais dès qu'il veut faire une activité, monter des escaliers, faire un peu de sport, faire de la marche, il va avoir mal. Quand on parle de rhumatisme chronique, c'est que ça dure dans le temps. Absolument. Et ceci peut entraîner aussi des complications, n'est-ce pas? Tout à fait. Et quelles peuvent être ces complications? Le premier risque d'un rhumatisme, c'est la destruction articulaire. L'articulation est détruite et ne fonctionne plus. C'est une articulation qui est bloquée, qui est perdue, que le patient n'arrive pas à bouger. Et là, il faut opérer, mettre une prothèse, et ça coûte très cher, c'est des millions. Alors que par un traitement précoce, on aurait pu prévenir ce traitement. Malheureusement, il faut faire une parenthèse pour dire que les patients sont amenés par la douleur. Dès que la douleur disparaît, ils ne viennent plus. Ils ne vont pas au bout du traitement. Il faut comprendre que les seules maladies qu'on peut guérir sont les infections. Mais quand on parle de rhumatisme inflammatoire chronique, quand on parle d'arthrose, là, c'est différent. Quand je parle de rhumatisme inflammatoire chronique, le traitement, c'est des années. La goutte, c'est des années et des années de traitement. Donc, ce n'est pas parce que je n'ai plus mal que je m'arrête et je laisse la maladie évoluer. La maladie a peut-être commencé par une douleur articulaire et puis après, elle touche les poumons, elle touche le cœur, elle touche les reins. La maladie s'aggrave et je reviens à un stade, la maladie a déjà des complications. Le deuxième risque, c'est quand c'est une maladie qui touche la colonne vertébrale, c'est l'atteinte des nerfs. Parce que la colonne vertébrale renferme la moelle épinière. Donc le risque, c'est que les nerfs soient touchés, que le patient soit paralysé. Au niveau de tous ces organes aussi, ce sont des douleurs qu'on va ressentir ou bien les symptômes seront différents? Les symptômes seront différents. La douleur, c'est au niveau des articulations. Mais quelqu'un qui a un problème au niveau du cœur, ça peut être un essoufflement, ça peut être les pieds qui gonflent, donc ça peut être une toux qui ne part pas, donc les symptômes ne seront plus la douleur. Et là, le patient peut laisser traîner. Donc, quand on parle du rhumatisme, la douleur, c'est au niveau des articulations, mais s'il y a une atteinte des autres organes, ça sera d'autres signes, d'autres manifestations qui vont apparaître. Professeur Fiagno, qu'est-ce qui gêne dans la prise en charge de vos malades? Je dirais que le premier problème, c'est l'ignorance. La rhumatologie est une spécialité jeune, méconnue, donc les patients nous viennent tardivement, des mois, des années après le début de la maladie. Une étude qui va être publiée montre que entre le début des symptômes et la première consultation rhumatologie, en moyenne, 40 mois s'écoulent. C'est beaucoup trop long. Donc, il faut que le patient accepte, si c'est une arthrose, de faire des modifications de son mode de vie. Si la personne est obèse, elle devra maigrir. Si les articulations sont déformées, une personne qui a les genoux en parenthèse ou les genoux en X, peut-être qu'on va lui proposer une opération chirurgicale pour redresser les genoux, faire une activité physique compatible avec son état de santé, respecter les conseils, respecter les rendez-vous, prendre les médicaments, faire les contrôles d'analyse qu'on lui demande. L'autre problème que nous rencontrons, c'est un problème financier, parce que ça demande de l'argent et parfois, les patients n'ont pas l'argent au moment de la crise. Ils se traitent et puis quand il faut prendre un médicament pendant des mois, des années, il y a un problème d'argent. Comment se fait le diagnostic de toutes ces maladies ou tous ces troubles liés au rhumatisme? Le diagnostic va passer d'abord par l'examen du médecin qui va poser les questions au patient, l'examiner et dire c'est probablement une infection, c'est probablement un cancer, c'est probablement un rhumatisme inflammatoire chronique, c'est probablement une arthrose. Ensuite viendront les examens complémentaires, la radiographie, des examens de sang. Parfois, quand l'articulation est gonflée, on va prendre le liquide qui est dans l'articulation pour l'envoyer au laboratoire et l'analyser. Et là, on peut arriver au diagnostic précis de la maladie. Parfois, il faut des examens qui ne sont pas disponibles sur place. Et on va demander aux patients de faire les examens à l'étranger. Le prélèvement se fait ici au Togo, mais les examens sont envoyés à l'étranger, en Europe, pour des examens complémentaires. Et là, ça revient très cher. C'est souvent plusieurs centaines de milliers de francs CFA. Tout le monde n'arrive pas à faire ces examens, malheureusement. Pour une femme qui fait des avortements à répétition, qui fait un enfant prématuré, qui fait des fausses couches,
Qu'est-ce qui peut alerter dans ce cas? Je reviens toujours à ce niveau. C'est vrai que c'est le rôle du gynécologue, mais qu'est-ce qui peut créer ce déclic pour qu'on dise que cette maladie ou ces troubles ne sont pas typiquement gynécologiques, mais seraient rhumatismaux? Ce qui va alerter, c'est qu'il y a d'autres symptômes en plus de ces problèmes gynécologiques. Il y aura des troubles au niveau des cheveux. Par exemple, la femme perd ses cheveux à certains moments. Elle se plaint de douleurs articulaires. Elle a des problèmes rénaux. Donc, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à ces problèmes gynécologiques et qui font dire qu'il s'agit d'une maladie générale et pas uniquement d'une maladie locale gynécologique. Donc, quand il y a d'autres signes qui accompagnent les signes ou les symptômes habituels liés aux grossesses, ça doit nous alerter. Tout à fait. D'accord. Comment se fait la prise en charge des troubles rhumatologiques? Alors, je vais parler de l'arthrose, qui est la maladie la plus fréquente. La première chose, comme je l'ai dit, c'est accepter le changement du mode de vie, parce que les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments sont là pour aider à lutter contre la douleur. Le patient a mal, les médicaments le soulagent. Et les médicaments, il y a plusieurs formes de médicaments. Il y a les comprimés, il y a les injections dans l'articulation, qui, auprès de certains patients, ont une mauvaise réputation. Certains patients vont refuser les infiltrations, vont dire, mais on me dit que ça va abîmer mon articulation. Pas du tout. Les infiltrations sont faites partout dans le monde. Et quand elles sont faites par le spécialiste, pas par un paramédical, j'insiste dessus. Les paramédicaux ne sont pas formés pour les infiltrations. Les infiltrations sont un acte médical spécialisé. Il peut s'agir de la chirurgie dans certains cas. Quand l'articulation est vraiment abîmée, on peut parler de chirurgie de prothèse, qui est possible à Lomé. Donc, il y a les médicaments qui sont là pour nous aider, mais la première chose, c'est d'abord de perdre du poids quand on est obèse, d'utiliser correctement son dos. Donc, ne pas se pencher dans les activités de la vie quotidienne. Il faut aussi éviter de garder la position assise prolongée ou la position debout prolongée. C'est là que l'activité physique intervient, notamment la kinésithérapie. L'activité physique régulière est bonne pour les articulations, les entretient, les empêche de vieillir. À n'importe quel stade de l'arthrose, on va encourager l'activité telle que le patient peut la faire. Lorsqu'on se sait déjà porteur d'une maladie rhumatismale, quel mode de vie faut-il adopter? Il faut écouter son organisme. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur à chaque fois d'avoir une crise. Mais il faut, à chaque fois qu'on a la crise, se demander qu'est-ce que j'ai fait qui a déclenché la crise. Quand il s'agit d'un enfant, on a vu, vous avez pris en charge des enfants souffrant de maladies rhumatismales de 12 ans, un petit garçon de 12 ans qui a aujourd'hui 18 ans, mais qui continue son traitement. Dans ce cas, comment les parents doivent-ils entretenir, préserver la vie de ces enfants? Chez l'enfant, il va y avoir la période de l'adolescence, qui est une période où l'enfant peut avoir du mal avec son traitement, il peut être fatigué de prendre les médicaments, il peut être fatigué de venir à l'hôpital. Et donc, c'est important que le parent soit là pour l'encourager à poursuivre son traitement, à venir à l'hôpital régulièrement, à faire les bilans, parce que se faire piquer tous les 3-4 mois pour prélever du sang, ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile. Donc, le parent doit encourager son enfant psychologiquement, le soutenir moralement, en même temps les dépenses financières, parce que l'enfant se dit à un moment, mais on dépense beaucoup pour moi, à chaque fois je viens demander de l'argent pour les médicaments, je ne suis pas le seul, mes frères et sœurs sont là, donc c'est important que la famille l'entoure, lui apporte le soutien moral pour faire face à la maladie. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce soir. Quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce soir? Alors, je vais avoir un mot à l'égard de mes confrères, les médecins, les jeunes médecins, les encourager à embrasser la spécialité. La spécialité est jeune, je l'ai dit, nous manquons de spécialistes sur toute l'étendue du territoire. Donc, venez vous former, la spécialité existe au Togo. Venez vous former, nous avons besoin de rhumatologues motivés, vous avez vu, c'est une
spécialité intéressante. J'ai cité les maladies les plus fréquentes, on ne s'ennuie pas. Donc, j'invite les jeunes médecins qui ne savent pas encore vers quelle spécialité se tourner à embrasser la rhumatologie. Ça sera mon mot de fin. Et à l'endroit de la population. À l'égard de la population, traiter un rhumatisme, ce n'est pas seulement traiter la douleur. Il ne faut pas confondre prise en charge de la douleur et prise en charge de la maladie. La prise en charge de la maladie comporte la lutte contre la douleur, mais pas seulement. Donc, ne vous arrêtez pas à prendre des antidouleurs et laisser la maladie évoluer, mais quand la crise revient une fois, deux fois, trois fois, voyez un médecin qui saura vous dire c'est une maladie chronique ou bien c'est une maladie qui nécessite l'avis d'un spécialiste. Les parents doivent amener en consultation les enfants qui se plaignent de douleurs et ne pas penser seulement aux hématies. Merci beaucoup, professeur Fiagno. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à l'Université de Lomé et chef service de rhumatologie au Centre hospitalier régional Lomé Commune. Merci pour ce précieux temps que vous avez partagé avec nous. Et ce sera avec grand plaisir que nous vous recevrons une prochaine fois pour parler d'autres maladies ou d'autres sujets santé, n'est-ce pas? Merci pour votre accueil. Allez, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci pour ce temps passé avec nous. Nos programmes se poursuivent sur la télévision togolaise. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Au revoir.